et tous. Donc du coup, merci d'être présent pour cette visio sur le prix de revient. Je vais commencer par me présenter. Donc Édouard Bouillot, je suis conseiller moi Bio Nouvelle-Aquitaine en transformation alimentaire et commercialisation en circuit court. Et donc j'accompagne un certain nombre de démarches individuelles ou collectives sur ces projets de diversification. Qui souvent mêle aussi toute une réflexion économique derrière. Et donc c'était un petit peu l'objet de cette visio pour ce mois de la bio, de regarder un petit peu de plus près comment on peut obtenir ou analyser en tout cas un coût de production qui s'approche de la réalité et qui permette de viabiliser les fermes sur le temps long. Parce que c'est une réelle problématique aujourd'hui, pas qu'en bio d'ailleurs. Et je pense que ici vous en êtes toutes et tous conscients, et on aimerait fortement mieux se rémunérer et surtout assurer la pérennité des fermes sur le temps long, qu'on soit récemment installé ou qu'on soit établi depuis plus longtemps. Souvent, c'est une question qui vient par se poser parce qu'elle n'a pas été forcément regardé au départ ou en tout cas suffisamment approfondi. Et donc voilà, l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler, de discuter, d'échanger un peu sur cette approche qui est une approche pas nouvelle et qui est une réflexion plutôt historique même, en tout cas sur le réseau bio, puisque c'est une démarche de la FNAB depuis plus de 10 ans maintenant, d'étudier et de construire ce qu'elle appelle le prix de revient, le coût de revient de production complet, et qui est une approche qui a été construite notamment à l'aide d'un ancien consultant et financier qui s'appelle Richard Lezo, qui est un ancien arboriculteur, qui est aujourd'hui arboriculteur bio donc en Vendée, et qui donc a passé une grande partie de son expérience professionnelle à accompagner des entrepreneurs sur le terrain et des exploitants. Et donc est arrivé et a abouti cet outil qu'on va vous présenter, qui correspond plus à une démarche et une philosophie globale. Et donc qui mène aujourd'hui à des formations qui sont organisées dans le réseau pour présenter cette approche méthodologique qui est structurante et facilitante en tout cas pour les fermes, et qui permet grâce à cet outil de suivre et de piloter en fait la stratégie de sa ferme. Donc on n'est plus vraiment dans une seule approche de coût de production complet, une approche analytique, mais on va vraiment être dans une approche de pilotage et de conduite de stratégie d'entreprise avec cet outil. Voilà pour remettre un petit peu l'historique déjà de cette démarche. Alors pourquoi aujourd'hui se baser sur une approche analytique? Ça, c'est la première question. On a trop souvent tendance à copier un peu ce qui se passe sur les fermes aux alentours, pour une bonne raison, hein, une raison de marché notamment, parce qu'on sait qu'on aura du mal à vendre plus haut ou plus cher qu'un prix du marché accepté et établi sur un territoire donné. Mais voilà, aujourd'hui, chaque exploitation est différente et chaque système a son fonctionnement propre. Et donc, du coup, ça peut être dangereux de réagir par rapport à un prix de marché, de ne pas fixer son prix par rapport à sa situation personnelle sur son exploitation. Donc, du coup, deux approches. Soit on part sur une étude des coûts via la comptabilité, via ce que pourront nous donner experts comptables, centres de gestion et autres par rapport à cette approche-là. Soit on s'empare d'une approche plus analytique, dans laquelle on va essayer d'aller mesurer des choses sur sa ferme qui ne sont pas ou qui n'apparaissent pas suffisamment précisément dans sa comptabilité. Donc ça, c'est vraiment la dimension aujourd'hui de cette approche-là que je vous présente et qui est l'objet de cet outil dédié au calcul du prix de revient. C'est qu'on va aller chercher une nouvelle mesure sur la ferme. Tout ça pourquoi?
pour assurer la viabilité économique et sociale de l'exploitation sur le marché, parce que aujourd'hui, encore une fois, comme je vous le disais, si on se base sur une structure de coûts d'un modèle de ferme ou d'un référentiel qui ne correspond pas à sa façon de fonctionner, on met en danger son système, on met en danger sur le long terme sa ferme. Et on se base sur des critères aujourd'hui qui sont forcément correspondants à son modèle. Donc, ça, c'est le premier point. Assurer une juste rémunération de l'exploitant et une viabilité de la ferme sur le long terme. Mais c'est également un objectif de pérennité, de transmission à plus long terme des exploitations et donc du modèle agricole. Parce qu'aujourd'hui, un système qui peut être rentable a priori, ou en tout cas viable pour vous, ne le sera pas forcément pour le repreneur. Parce que vous allez lui vendre l'exploitation dans son entièreté avec un bâtiment que vous avez peut-être amorti, mais le bâtiment, il a une valeur. Lui, il va devoir l'assumer. Et donc, du coup, le modèle de fonctionnement et de prix que vous proposez sur le marché, il va peut-être plus être tenable pour le repreneur qui devra assumer cette reprise de ferme. Et puis, un autre intérêt en fait de cette approche analytique et surtout de cette approche de considération de ses coûts, ça va être de pouvoir négocier aussi en transparence avec les acteurs de l'aval quand on n'est pas en circuit court ou en vente directe notamment. Là, l'intérêt est évident puisque vous allez pouvoir afficher un prix en toute connaissance de cause. Il l'est tout autant, malgré tout, dans les circuits longs et en négociation avec l'aval. Parce que vous allez savoir de quoi vous parlez, vous allez avoir une base sereine et solide sur laquelle pouvoir compter, et à un moment donné, la marge que vous ne pourrez pas accepter, vous saurez pourquoi et vous saurez l'expliquer avec cet outil-là, en tout cas avec cette approche de recherche de coûts. Donc ça, c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Pour être sûr de pouvoir prouver que sa rémunération, elle n'est pas basée sur une intuition, une approximation ou une impression, mais bien sur une recherche concrète et des faits concrets que vous avez su mettre en place et établir au sein de cet outil. Et enfin, c'est une manière de valoriser vraiment vos pratiques et vos savoir-faire, parce qu'à nouveau, dans la situation actuelle, on a trop souvent tendance à réduire le produit alimentaire et votre production à un produit marchand, fonctionnel. Et l'idée, c'est d'aller quand même au-delà. Vous avez tous une approche particulière, une différenciation qu'il faut savoir mettre en avant et mettre en valeur. Et du coup, de faire ce travail-là sur sa ferme, d'analyser un peu les composantes de ce qui constitue finalement la valeur de son produit et son prix, c'est mettre en avant son savoir-faire et c'est le corréler avec cette partie d'analyse chiffrée. Et c'est mieux expliquer sa différenciation finalement. Donc voilà, une approche qui est vraiment fondamentale aujourd'hui pour toutes ces raisons et qui permet d'assurer, de sécuriser en tout cas sa démarche en agriculture et qui plus est en agriculture bio. Alors finalement, de quoi parle-t-on? On parle moins de comptabilité, hein, je l'ai évoqué, mais la comptabilité, on va être sur une vision plutôt rétrospective, on va plutôt être sur un constat a posteriori, hein, puisqu'on va regarder ce qui s'est passé sur une année, quand les documents comptables vous sont transmis ou quand vous les reprenez, vous les reprenez d'une année sur l'autre. Sur la base d'outils que vous connaissez sûrement, qui sont le compte de résultat, le bilan et éventuellement une base référentielle, on va dire assez standard de coûts de production, qui se base sur justement ces éléments de compte de résultat et de bilan. Donc ça vous permet de calculer un certain nombre de choses, hein, notamment tout ce qui est cotisation et assiette pour les impôts. Donc, dans des démarches fiscales, ça a tout son intérêt puisqu'elles sont basées sur ces outils réglementaires-là. Mais dès l'instant où vous allez devoir prévoir, vous projeter, simuler des choses, vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas tout simplement parce que vous vous basez sur un historique et peut-être que l'année d'après, il va se passer toute autre chose et que vous avez prévu d'ailleurs d'engager un certain nombre d'actions dont vous n'aurez pas la référence suffisante. Et en tout cas, cette photo à l'instant T de cette comptabilité peut être quelque peu des fois aveuglante par son formalisme. Donc l'idée, c'est finalement d'aller plus sur de la gestion prévisionnelle, d'aller sur une vision prospective, d'anticiper, d'estimer ce qui va se passer et d'analyser finalement la situation à venir et non pas celle qui s'est passée. Donc là, on va être dans le cadre de prévisionnel de vente. On va être dans des outils qui se basent sur des fiches de retour sur investissement liées à l'achat d'un matériel ou un autre. Et sur cet outil, notamment de prix de revient, ce calcul de coût complet qui va prendre en compte tous les éléments passés et à venir de la ferme. Donc l'idée, c'est de vraiment se projeter et d'essayer de prendre tout en compte dans ce qui va composer le prix de son produit. Alors, si je dois prendre un exemple concret, sur une ferme, quand j'ai un tracteur qui a 8 ans en comptabilité, si je l'ai totalement amorti, ce tracteur, à la fin, il aura une valeur nette comptable de 0. Donc, passé 8 ans, il ne rentrera plus dans le calcul du coût de production. Et pourtant, il servira tout autant. On n'aura pas lâché son tracteur pour autant. Dans la partie de la gestion prévisionnelle et de l'approche du prix de revient, du coup, là, l'idée, ça va être de valoriser ce tracteur. Parce que si il est utilisé et il apporte sa contribution à la valeur et la production finale que vous aurez, du coup, du jour au lendemain, si il lui arrive quoi que ce soit et que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir le remplacer, ça va gréver votre valeur et votre production. Donc, du coup, là, on est dans une approche vraiment instantanée et réelle de se dire, OK, quels sont les éléments qui participent à la valeur de ma ferme et à la production de ma ferme, même si je les ai amortis théoriquement, comptablement, depuis un certain moment. Comment je peux valoriser chacun de mes éléments et être sûr que à chaque instant, je leur attribue une valeur. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valoriser ce tracteur comme si on devait le remplacer à chaque instant. Et donc du coup, on va être en capacité de réserver une partie financière pour faire en sorte que petit à petit, si le tracteur, je devais le remplacer du jour au lendemain, je puisse le faire sans avoir eu à économiser ou à avoir une approche d'emprunt particulière. Pourquoi cette approche? Finalement, parce que et pourquoi elle est si importante aujourd'hui dans notre milieu, parce qu'en tant que exploitant et agriculteur, on est les seuls aujourd'hui à assurer le financement du cycle de production primaire. Et donc, entre le moment où vous allez produire et le moment où vous allez vendre, il va se passer un certain temps. Et ça, vous êtes les seuls à l'assumer finalement. Ce ne sera pas le cas d'un magasin, ou en tout cas, ce sera moins le cas d'un magasin qui achète et qui revend. Et puis parce que dans un deuxième temps, il y a un autre risque, c'est surtout un risque un peu imprévisible, le risque climatique, qui vient s'ajouter aux autres, que subissent aussi les acteurs de la vanne, le risque sanitaire, le risque de stockage par exemple. Mais eux, ils ont moins ce risque climatique, ou ils l'ont pas quasiment. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de prendre en compte cette approche-là, qui évidemment n'est pas forcément intégrée au départ de manière comptable. Alors par exemple, si je produis des pommes de terre, pour apporter un petit peu un exemple concret, entre le moment où je mets l'amendement pour ma culture et le moment où je termine de vendre ces pommes de terre, il se passe à peu près plus d'1 an. Pareil si je suis en élevage sur du bœuf, entre le moment où le veau naît et le moment où je le vends, on a à peu près 3 ans. Et entre-temps, ma ferme ne s'arrête pas, les frais ne s'arrêtent pas, et donc j'engage tout un tas de charges
qui font que je vais devoir assumer financièrement ces éléments-là sans avoir pour autant de rentrée d'argent. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle, il va se créer un besoin en fonds de roulement. Et donc ça, ça nécessite d'être pris en compte et d'être financé. Et cette approche-là, en tout cas, permet de l'intégrer, de le collecter au fur et à mesure. À l'inverse, un magasin, par exemple, qui paie son fournisseur de carottes entre 30 et 90 jours après la livraison, mais qui les vend quasiment le jour, le lendemain ou dans la semaine sur lesquelles il les a reçues, et à chaque fois qu'il vend une carotte, finalement, il va avoir une offre de trésorerie finalement. Donc, il va bénéficier en fait du délai de paiement qu'il aura occasionné auprès de vous, mais lui, il aura une rentrée d'argent directe. Voilà, donc d'où l'importance de vraiment prendre en compte ces éléments-là à l'intérieur du prix que vous allez proposer. Et au-delà de ça, comme je le disais, les objectifs, c'est de mieux comprendre le fonctionnement de sa ferme, la composition du prix, sur quelle charge pèse réellement tel ou tel produit et à quel niveau. Comment je suis sûr que mon tracteur, mon bâtiment contribue à l'entièreté de mes produits, ou contribue plus à un produit qu'à un autre parce que finalement, je vais utiliser une serre, par exemple, à la culture de fraises, et donc du coup, il n'a pas lieu d'être supporté par une autre production ou l'élevage que je produis à côté. Voilà, c'est toutes ces questions qui nécessitent d'être affinées pour avoir une juste idée et pas une idée globale de savoir si sa ferme se tient ou se tient pas. Donc là, on va vraiment entrer dans de la précision, en tout cas dans de la réalité par rapport à un produit vendu. Et puis ça permet, cette démarche, de mieux valoriser le travail, puisque là, on va prendre en compte la rémunération, votre rémunération de l'exploitant en premier lieu, et on va l'intégrer au prix de revient de ces produits. Et encore une fois, je l'ai dit, l'idée de la démarche à la fin, c'est aussi de pouvoir réajuster, piloter. On est sur une estimation, une évaluation, et donc du coup, qui nécessitera d'être réajusté autant que nécessaire, et non pas une fois par an, comme on le fait dans le cadre de la comptabilité. Alors, qu'est-ce qui compose la valeur réellement sur la ferme, et qu'est-ce qu'on va vraiment intégrer dans cet outil? Évidemment, déjà les produits et les services, on va se baser sur eux. C'est par rapport à eux qu'on va étudier la rentabilité de tout ce qui peut contribuer à leur production. Et donc, on va pas, encore une fois, estimer une rentabilité de ferme. On va estimer une rentabilité de produit qui correspond finalement à la rentabilité de la ferme à la fin. On va intégrer tout un tas de ressources, de main-d'œuvre, on l'a dit, d'équipement, de matériel, de logistique aussi, de distribution, parce que c'est nécessaire de ne pas l'oublier. Trop souvent, cette partie est laissée de côté et mis à l'écart, et on calcule le coût de production primaire en l'état sans trop regarder la partie de commercialisation. Et finalement, ça permettra d'avoir ce prix de revient qui nécessitera d'être mis en avant et valorisé auprès du client, et d'ajuster sa perception par rapport à ce prix de revient. C'est là tout l'enjeu après de cette démarche, c'est d'arriver à établir des prix cohérents, ou en tout cas de faire accepter un prix cohérent au regard d'un client qui cherche de la qualité, mais qui ne sait pas de quoi est composé le prix et l'effort derrière de cette production. Alors, si on regarde un peu ce qui se fait aujourd'hui sur un produit, et comment se compose en fait la répartition des différentes charges d'une ferme sur un produit. J'ai pris l'exemple là d'une tomate ronde à 3,20 € par exemple, pour vous donner quelques ratios. Par exemple, dans les éléments dont on a parlé avant, la main d'œuvre va être à peu près de 2,05 €. Donc ça va représenter 65% la main d'œuvre de votre produit, à peu près 50 à 65%. C'est très variable, hein, mais globalement, c'est le poste principal, la main d'œuvre, sur
l'ensemble de vos productions. Ensuite, on a un autre facteur assez important, c'est l'équipement. L'équipement, il va représenter 15 à 20% à lui seul, mais il est fondamental pour assumer le produit que vous allez produire. Donc là, encore une fois, ça c'est un poste qui est nécessaire et sur lequel vous devez avoir un regard assez précis et qui va vous donner une orientation assez importante sur la charge et finalement le prix final de vos produits. Et enfin, on a les autres charges courantes qui sont depuis la montée des prix de l'énergie non négligeables et qui prennent un peu plus d'importance. Et ça va représenter environ 20% l'ensemble de ces charges. Alors, elles sont plus difficiles à identifier, elles sont un peu plus diluées. Mais pour autant, là, l'idée, c'est de faire un répertoire assez complet de tout ce qui va rentrer dans la composition de votre produit. Donc, l'eau, l'électricité, l'emballage. Et ça, généralement, il y a le contexte inflationniste fait que ça augmente un peu tous les ans et que ça vient vraiment apporter un impact fort dans le prix de votre produit. Donc déjà, vous voyez, dans cet exemple relativement simple, on a les 3 grands postes que vont composer le prix du produit. Et donc, ça met en avant toute l'importance de la main-d'œuvre et de la rémunération derrière. Parce que trop souvent, ce qui se passe, c'est que la rémunération vient à la fin. Donc, si je résume, finalement, l'approche du prix de revient, c'est des charges liées au travail, donc on le voit, la main-d'œuvre, des charges liées aux équipements et des charges courantes qui sont nécessaires à la production des différentes denrées. Ça vous fait vos charges totales et qu'on va diviser par les quantités que vous prévoyez de vendre, donc les quantités prévisionnelles vendues. Et ça va vous donner ce fameux prix de revient par produit. Donc, on est vraiment dans une approche ciblée sur les denrées que vous allez vendre. Et à ce à quoi on ajoute après une marge de sécurité et une TVA logique et obligatoire et qui vous donnera votre prix de vente final, TTC. Et donc, pour faire accepter finalement ce prix de revient qui se base sur les charges vraiment identifiées sur l'exploitation et les charges réelles, et faire passer un peu ce prix de revient avec cette marge de sécurité et donc ce prix de vente final, après, ce qui va jouer, c'est toute la dimension de votre stratégie commerciale, tout l'apport que vous allez pouvoir donner, tout l'investissement que vous allez pouvoir mettre en termes de communication et tout ce que vous allez faire passer pour rendre votre produit unique, spécifique et cohérent avec l'impression qu'en a le consommateur et le rendre prêt à payer en fait ce juste prix. Pour autant, il n'y a pas que cette approche-là de stratégie commerciale qui permet de réajuster ou de faire passer son prix. L'idée, c'est de pas d'avoir un prix de vente non plus fixe. Le prix de vente que vous allez obtenir, il va peut-être être incohérent par rapport au marché, mais du coup, ça supposera des choix ou des réflexions par rapport à vos charges dont on a parlé, les charges liées au travail, liées aux équipements ou les charges courantes. Il y aura peut-être des postes d'économie ou de révision à faire. Mais dès l'instant où vous aurez une idée plus précise de ce que vous aurez pu dépenser en termes de charges sur ces différents pôles, plus vous serez là où il peut y avoir un levier d'action ou un changement possible. Donc, vous voyez, c'est vraiment une approche de pilotage parce qu'à la fois, vous pouvez interagir sur ce qui fait la dépense sur votre exploitation et à la fois, vous pouvez interagir sur en tout cas ce qui fera tout l'attrait de votre prix et l'attrait de votre produit. Donc c'est une approche très complète, mais qui ne doit pas vous perdre. C'est-à-dire que l'idée de cette approche et de cet outil, et pourquoi on propose aujourd'hui un outil de ce type-là, c'est que c'est d'aller assez vite, c'est de se focaliser encore une fois sur les produits vendus, mais sur ceux qui vont faire le maximum de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la loi de Pareto. Hein. On se base là-dessus, mais qui est vérifiée quasiment à chaque fois, où 20% des effets produisent 80% des résultats. Là, c'est la même chose. On va regarder
ce que font ou comment se compose le prix de revient et donc le calcul de coût complet sur 20% des plus gros produits de la ferme qui feront potentiellement en prévision de vente 80% du chiffre d'affaires. L'idée étant, encore une fois, de ne pas se perdre et de pas aller, d'être pas non plus être jusque boutiste dans la démarche. On est encore une fois dans une démarche d'estimation, de pilotage, une démarche prévisionnelle qui doit permettre d'avoir une idée déjà plus précise que ce qu'il y avait auparavant sur la ferme, et donc après de calibrer ça et d'aller sur une amélioration continue si on veut aller plus loin dans la démarche et aller sur plus de produits. Toujours est-il que cet outil permet de tout aborder et toutes les situations peuvent être envisagées. Donc, on parlait beaucoup de production primaire, mais vous pouvez aussi envisager le calcul de coûts sur des produits transformés, par exemple. Vous pouvez aussi considérer qu'un produit vendu sur votre ferme, c'est un produit d'agrotourisme, c'est un service. Donc ça, c'est aussi envisageable. Comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez considérer qu'un même produit que vous produisez va être vendu en circuit court, en vente directe ou en circuit long. Là, les arbitrages et les charges liées à la commercialisation ne seront pas les mêmes. Donc, vous pouvez distinguer ces deux types de produits dans l'outil et dire, par exemple, moi, je vends ma farine en circuit court et donc c'est un poste particulier, c'est un produit identifié particulier. Je vends ma farine en circuit long et à ce moment-là, je le distingue puisque ça ne va pas engager les mêmes choses. Et pareil, si vous êtes sur de la multiproduction, à un moment donné, en termes de surface ou d'équipement, vous n'allez pas engager les mêmes choses si vous êtes en végétal ou en animal. Là, vous pouvez tout à fait distinguer dans l'outil ces éléments-là et affecter les équipements concernés. Donc, pour résumer, on est vraiment sur la notion de travail, la notion d'équipement et les charges courantes. Le principal modèle à reconsidérer et ce que permet cette approche, et là où elle se fonde aujourd'hui, c'est sur la partie du travail et la notion du travail. Parce que c'est vraiment le modèle aujourd'hui qui est à reconsidérer dans les exploitations et surtout dans les exploitations bio, puisqu'on a tendance à avoir un niveau de main-d'œuvre assez élevé. Et pourtant, aujourd'hui, le travail, et surtout le vôtre, celui de l'exploitant, est pris en considération en dernier lieu. Et c'est un peu l'écueil et le défaut de l'approche, d'une approche comptable, c'est que on va se baser sur le compte de résultats, on va prendre en compte effectivement les salaires des employés s'il y a sur la ferme, mais à la fin, le sien, son salaire à soi d'exploitant, généralement on l'occulte et s'il y a un résultat positif quand on a fait la petite opération produit moins charge, on s'autorise une rémunération à la fin. Si c'est pas le cas, on s'autorise rien et on serre la ceinture. Là, dans cette approche-là, on va directement intégrer un souhait de rémunération dès le départ dans l'outil. Et donc, du coup, on va prendre cette charge en considération et elle va rentrer dans la composition du prix de revient de vos produits. Donc, elle va être répartie dans les différents produits et productions que vous pourrez identifier. Mais votre rémunération sera déjà établie de base avec un certain volume horaire qui est le plus juste possible et le plus réel possible estimé sur votre ferme. Et ça va être tout le travail, en fait, et toute la difficulté de cette approche. Donc, je l'ai dit, il y a le travail, les équipements, les autres charges et leur répartition, mais il y a aussi un dernier élément qui est la prise en compte du risque et d'une marge de sécurité. On a parlé tout à l'heure du risque climatique. Ça, on ne l'occulte pas non plus dans cette approche. On ne se base pas que sur ce qui contribue à la valeur du produit, mais sur ce qui peut affecter aussi cette valeur. Et donc, en l'état, estimer un risque et pondérer un risque et l'intégrer à l'outil, en tout cas à la valeur produite, c'est tout aussi important. Voilà, donc on le verra après, mais comme je disais, le principal élément reste le travail.
donc, comment considérer ce travail? Ça, c'est une des questions qu'on va se poser au travers de cette approche et de cet outil. Où il commence, où il s'arrête. Donc aujourd'hui, ça, c'est des éléments que peu d'entre nous et peu d'exploitants font l'effort de réaliser sur leur ferme, parce que c'est pas facile à identifier. Se mêlent souvent le travail et la vie personnelle. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment distinguer ce qui va constituer vraiment le travail effectif et nécessaire sur l'exploitation du travail qui ne l'est pas, ou en tout cas qui ne contribue pas directement à la valeur du produit. L'idée, c'est aussi de se questionner sur le rôle du chef d'exploitation. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses différentes tâches? Est-ce que vraiment toutes les tâches se valent? Et comment on peut attribuer une valeur à ces tâches? Comment on peut estimer la répartition de chacune? Il y a là aussi la question des congés. Comment on prend en compte ces congés? Souvent, ils ne sont pas pris en compte. Pour autant, du coup, on n'en prend pas ou peu. Ou même pour les congés des salariés, on ne le prend que peu en compte et on va chiffrer un volant d'heure, mais pour autant, on paye ces congés-là. Donc ça aussi, il y a toute une réflexion là-dessus, sur les congés, la prise en compte des congés dans l'outil qui est automatiquement intégré pour les salariés et qui doit faire l'objet d'une réflexion pour le chef d'exploitation. Quid de l'aide récurrente aussi, de l'aide familiale, de woofers, stagiaires, qui, s'ils n'étaient pas sur la ferme, mettraient en péril le travail et l'exécution nécessaires à la production des denrées et à la valeur de ces denrées. Si demain je perds ça, si je ne l'ai pas prévu et si je ne l'ai pas quantifié, ça va créer une surcharge sur mon exploitation, et du coup ma production qui était viable et rentable hier ne l'est peut-être plus, puisque j'aurais plus cette aide et je devrais potentiellement embaucher ou surtravailler et donc me mettre dans une situation délicate. Donc là c'est pareil, toute cette aide, l'idée c'est de la valoriser, la valoriser à sa juste valeur, mais de mesurer le temps de travail effectif et de lui amener une contribution qui fait que si demain on perdait cette aide, on serait en capacité d'embaucher ou de la remplacer. Donc c'est souvent le cas de l'aide familiale qui fluctue au cours de la vie, et donc du coup, quand on ne l'a pas pris en considération, on n'est pas en capacité de subvenir à ça. Et alors donc derrière, on en a parlé, mais comment valoriser et quantifier ce temps de travail? Donc ça, c'est l'objet. On en parlera relativement peu, on pourra en échanger tout à l'heure avec les questions, mais finalement, c'est toute une démarche méthodologique avec des plannings, soit des tableaux Velleda un peu positionnés un peu partout dans la ferme, mais une vraie méthodologie de mesure du temps de travail sur chacune des activités, donc de segmenter un peu et d'identifier toute la segmentation des activités. Mais c'est la vraie contrainte et la vraie exigence qu'il faut avoir pour avoir cette donnée-là et avoir cette identification de la valeur de mon travail sur le produit que je vais vendre demain. Et ensuite, c'est de distinguer un peu, en termes de valeur, les différentes tâches sur la ferme, puisqu'effectivement, il y en a qui vont être de l'ordre d'une prise de risque, quand on est sur de l'aspect décisionnel, quand on est sur des décisions qui mènent à de la gestion d'entreprise, on prend une part de risque. Quand on a certaines responsabilités sur la production, ça mérite une valorisation supérieure. Quand on est expérimenté et qu'on a une habitude de plus de 10 ans, on ne peut pas justifier une rémunération identique à une action sur laquelle on est débutant et sur laquelle il va y avoir de l'apprentissage et donc une forme d'inertie. Donc du coup, tout ça mérite d'être posé, étudié dans la considération de cette démarche. Et donc, on va distinguer évidemment les salariés des saisonniers, on va distinguer l'entraide, j'en ai parlé, et on va essayer de mesurer un peu ce qui contribue aussi le coût de l'entreprise avec les cotisations patronales et les cotisations salariales. Parce que, encore une fois, le salaire net n'est pas le salaire brut, mais ça,
Je ne vais pas insister là-dessus parce que je pense que vous êtes parfaitement au fait de ça. Alors, il y a la partie du travail, mais il y a la partie aussi des équipements. Donc là, l'idée, c'est de prendre en compte tout ce qui va rester plus d'une année sur la ferme. Quand on parle d'équipement, c'est réellement ça. Sinon, on va parler de consommation et ça va rentrer dans les charges courantes. Mais voilà, c'est pour ça qu'on distingue ce cadre-là, parce que il va nous emmener sur plusieurs années. Et donc, un choix sur un équipement aura un impact pluriannuel sur la production. Donc, c'est le cas des bâtiments, c'est le cas d'un matériel de production ou de commercialisation. C'est le cas des cultures pérennes, donc qu'on va chiffrer et intégrer en tant qu'équipement, hein, parce que voilà, c'est une vraie charge de long terme. C'est le cas du cheptel. En gros, c'est le cas de tout ce qui est utilisé sur du moyen terme, qu'il soit acquis ou autoconstruit. Dans la même logique que ce que j'évoquais auparavant, tout ce qui va porter de la valeur sur la ferme, qui va contribuer à cette valeur, mais qui n'a pas été chiffré au départ parce que donné, parce que réalisé par soi-même, il va falloir quand même lui donner une valeur et lui chiffrer une valeur pour l'intégrer pour intégrer sa contribution finalement au prix de revient. De sorte que si demain on perd ça, on puisse le remplacer parce que elle est fondamentale pour la production des denrées finales de la ferme. Donc du coup, en termes de répartition alors ça c'est pour la partie équipement. Sur les autres charges, on va avoir des charges variables opérationnelles et des charges fixes de structure. Donc ça, je vous apprends rien, je pense, mais voilà, dans l'outil, tout ça pour vous dire que c'est pris en compte et que ces charges variables sont affectées directement à chaque produit vendu et que les charges fixes, à l'inverse, vont être déjà globalisées sur la ferme. C'est toutes les charges que vous n'arrivez pas à identifier ou pour lesquelles vous n'arrivez pas à identifier de contribution directe à un produit ou à un autre, type l'électricité, l'eau ou les autres charges d'énergie. Vous allez d'abord les globaliser et puis ensuite, vous allez les répartir quand même par produit selon une clé de répartition ou un critère qui sera le plus juste possible. Ce critère, ça peut être le temps passé à chaque produit, ça peut être la surface dédiée à chaque produit si c'est un critère qui paraît juste. Si on fait plusieurs productions sur une même surface dans une année, du coup, ce critère-là ne sera plus juste. Ce sera la surface vraiment utile qui sera à prendre en compte. Ça peut être le chiffre d'affaires prévisionnel de chaque produit. Mais voilà, toujours est-il que ces charges fixes, à la fin, il faudra quand même si on les a dans un premier temps globalisées sur la ferme, il faudra quand même les réallouer à chaque produit vendu selon une clé ou en tout cas un critère de répartition qui nous paraît le plus juste ou cohérent possible parce qu'on n'aura pas su les affecter directement en contribution à chaque produit. Et c'est bien normal parce qu'on ne peut pas mesurer la consommation, par exemple, électrique sur un produit ou un autre en temps réel. Donc voilà, ça c'est une approche, on va dire, qui est moins pertinente et moins juste, mais qui nécessite d'être fait quand même et qui voilà, apporte son lot et sa contribution au prix de revient final. Et enfin, on va avoir une mesure de la pondération du risque, j'en parlais, on avait temps de travail, équipement, autres charges, et ce dernier élément de prise en compte du risque, et notamment risque climatique, où là, l'idée, c'est d'évaluer une valeur moyenne des pertes réalistes sur les années antérieures. Alors, ça peut être un pourcentage sur les 5 dernières années des pertes que vous avez observées. Ça peut aussi être une estimation de votre part sur le futur. En tout état de cause, ce sera quelque chose qui va se gréver par rapport aux quantités prévisionnelles que vous prévoyez de vendre et qui va venir diminuer le ratio de votre prix de revient finalement, puisque vous aurez moins de quantité mais avec des charges tout aussi importantes. Donc, vous allez avoir un prix de revient qui va augmenter.
mais qui va vous permettre d'anticiper et de mettre de côté en fait ce à quoi vous pourriez être confronté si jamais vous avez une perte de production. Donc, si rien ne se passe et si vous avez identifié un risque pour rien, bah, c'est de la trésorerie supplémentaire. Mais si, en tout état de cause, le problème survient, bah, vous avez déjà cette trésorerie de côté pour pouvoir anticiper bah, la rémunération correspondante à ce risque. Donc, du coup, vous n'êtes pas perdu, en fait. Vous n'êtes pas dans... L'idée, c'est de jouer votre propre assureur, en fait, là-dessus, ou en tout cas d'y contribuer, en faisant porter au prix final de vos produits l'idée que vous puissiez en perdre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si jamais ça ne l'est pas, on pourra en reparler tout à l'heure et vous pouvez me poser des questions sur ce point-là. Donc, du coup, en résumé, le prix de revient et l'approche de cette dimension analytique qu'on propose aujourd'hui, bah, ça se base vraiment, vous l'avez compris, sur 4 éléments: le travail, les équipements, les autres charges et les risques, qui vont toutes contribuer à la valeur de vos produits vendus. Et donc, bah, plus on est précis, plus on a une idée claire de notre prix de revient et plus on peut agir en conséquence. Plus on prend un certain nombre d'éléments, moins on est dépourvu. Et pareil, plus on va savoir réagir par rapport à la survenance de telle ou telle situation. Et plus on va pouvoir simuler aussi, parce qu'on va pouvoir jouer sur des éléments et imaginer investir sur un autre équipement, par exemple, et voir la contribution de cet équipement à l'augmentation, par exemple, du prix de revient. Est-ce que réellement, en investissant avec une serre multichapelle qui va me prémunir d'un certain niveau de risque climatique et donc améliorer peut-être ma production ou garantir un certain niveau de production, est-ce que finalement, je suis sûr d'augmenter mon prix de revient? Peut-être pas. Peut-être pas parce que en fonction, vous allez peut-être avoir une prévision de quantité vendue plus importante. Et donc, finalement, vous allez vous rendre compte que votre équipement, en étant raisonnable sur le temps d'utilisation, bah, finalement, il s'amortit plutôt bien et il contribue à sécuriser votre production sans augmenter votre prix de revient. Alors, ça part du principe que vous vendez à peu près tout. Mais à nouveau, vous pouvez totalement simuler, par exemple, lié à une production supplémentaire ou à une augmentation de votre volume de production, des pertes potentielles liées à des méventes. Et donc là, vous allez l'intégrer dans la partie du risque. Et si vous intégrez tout et que vous mettez tout bout en bout, vous aurez un prix de revient sur lequel vous aurez aucune surprise, ou quasiment assez peu de surprises. Restera à faire passer ce prix de revient auprès du marché s'il est en décorrélation avec le marché. Mais si ça se trouve, il ne le sera pas. Donc voilà, c'est ce genre de réflexion et de projection et de simulation qui vont vous permettre de piloter réellement ce que vous faites sur votre ferme et de plus subir votre système en fait, ou de moins le subir en tout cas. Et l'idée à la fin aussi, c'est de garder quand même cette marge de sécurité dont on a parlé. Une fois que vous avez votre prix de revient, avant d'aller sur votre prix TTC avec votre TVA, c'est d'ajouter une petite marge si vous le pouvez encore pour gérer ce fonds de roulement et cette inertie entre le temps où vous produisez et le temps où vous allez vendre. Ou tout simplement pour se garder une petite réserve pour aller investir sur d'autres projets et à nouveau développer la ferme ou diversifier la ferme sur d'autres produits cette fois-ci. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Permettra cette marge de sécurité aussi d'autofinancer en complément à un remplacement de matériel, de pallier à des pertes accidentelles. Et ça va être plus la pondération du risque, l'évaluation de votre matériel de remplacement qui va le faire. La marge de sécurité finale, elle est vraiment là pour compenser votre cycle de production et un développement futur. Voilà en l'état, j'en ai fini pour cette présentation. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner dans l'outil pour pas vous laisser quand même sur votre faim. Mais voilà, sachez que
nous, ce qu'on propose aujourd'hui via le réseau bio, notamment, c'est des formations liées à cet outil parce que le temps de regarder ce qui se passe sur sa ferme, de comprendre le fonctionnement de l'outil et d'intégrer les données et de savoir réagir et adapter derrière sa stratégie d'exploitation, ça se fait pas forcément en 2 heures de visio, mais plutôt en 2 jours et demi. Donc, on propose des temps comme ça de formation d'une journée où on prend connaissance de l'outil, on essaye de comprendre son mode de fonctionnement et d'y intégrer déjà potentiellement des données de la ferme, suivi d'un temps généralement en visio où on ajuste les choses avec vos données d'exploitation et d'une troisième journée, là en physique, où on étudie vraiment les leviers stratégiques de commercialisation sur votre ferme. Donc, pour reprendre un exemple assez simple sur du maraîchage, je pourrais vous en présenter d'autres sur de l'élevage ou autre, mais voilà, vous avez un premier onglet de choix des produits. Donc, comme je disais, où l'idée, c'est d'en sélectionner une dizaine, vingtaine max, où vous allez retrouver, là, stipuler tous vos produits. J'aurais pu mettre pommes de terre circuit court, pommes de terre circuit lent. J'aurais pu distinguer des éléments parce que vous pouvez peut-être avoir l'envie de connaître et de distinguer vraiment par circuit, si c'est votre cas. Vous pouvez avoir juste l'envie de distinguer les productions simples comme on l'a fait là. Ou encore de mettre un service particulier à la place d'un produit agricole primaire. Donc ça, c'est le premier onglet, c'est juste du renseignement par rapport aux produits que vous allez vendre. Ensuite, vous avez un onglet de travail, donc si ça fonctionne. Ouais. Alors, un petit bug d'attente là. Mais vous voyez que l'outil Excel en lui-même, il est rangé de la même façon que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on va prendre en compte les éléments qui contribuent le plus à la valeur d'un produit, donc le travail, rappelez-vous à 50 voire 60%, l'équipement, les autres charges, et après la répartition de ces autres charges et la pondération du risque de ces autres charges. Donc pour l'onglet de travail, voilà, on y est arrivé. L'idée, ça va être de mentionner un nombre d'heures par produit, si possible, pour le chef d'exploitation, pour les salariés potentiels, pour les saisonniers, vous voyez, pour l'entraide, et des affecter au maximum par production. Quand on n'a pas cette idée précise, on peut les affecter globalement à la ferme, ou alors on peut affecter aussi des heures qui servent à l'administratif de la ferme et qui ne pourront pas, en tout état de cause, être affectées à chacune des productions. Donc, dans ce cas-là, on a ce petit onglet Global Ferme, là, ou cette petite colonne Global Ferme, qui permet de chiffrer le temps que vous allez passer à autre chose que vos productions en propre. Donc ça, c'est vraiment le travail le plus dur à effectuer parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu réalisé sur les fermes, mais qui vraiment nécessite cet effort-là et cette exigence-là en tout cas pour l'outil. On verra qu'on peut simuler des choses aussi. Tout à l'heure, il y a Julien, normalement un producteur de lapins qui a fait cette démarche et qui vous en parlera. Mais lui, il n'avait pas une idée forcément ultra précise de ses temps de production et il a simulé quelque chose qui lui a déjà apporté du gain sur son idée de prix de revient et de commercialisation. On a un onglet de convertisseur de travail. Alors ça, c'est parce qu'on vous a facilité la chose et on a intégré tout ce qui faisait aujourd'hui les charges et les cotisations, notamment patronales, quand vous employez un salarié, qui prennent en compte aussi les congés et les 5 semaines de congés pour un salarié, qui prennent en compte aussi toutes les exonérations possibles, quand on est inférieur à 1,1 fois le SMIC, quand on est saisonnier à moins de 120 jours. Donc voilà, ça fait un onglet un petit peu barbare là d'explication et de chiffrage, mais ça vous donne toutes les explications de comment aujourd'hui est calculé le salaire horaire brut que l'on retient quand on identifie un salaire particulier, et donc de savoir finalement quelle sera la contribution
que moi, employeur, je devrais payer, moi, exploitant, je devrais payer à mon salarié avec toutes les charges patronales remises dessus et le paiement de ses congés. Parce que l'inconvénient d'identifier que des heures, c'est qu'on n'identifie pas les temps de congé, donc on doit bien les réintégrer finalement dans la valeur du travail du salarié en question. Donc, vous ne faites pas trop de nœuds là-dessus et de soucis. L'idée, c'est de survaloriser le temps de travail avec tout ce qui rentre en paiement, mais qui n'est pas du travail effectif finalement. On a un onglet aussi équipement. Donc du coup, là, dans la même démarche, vous voyez, on reprend les bâtiments, le matériel, et on va donner une valeur neuf ou d'occasion à ces éléments-là et un nombre d'années d'utilisation auquel on va ajouter potentiellement des intérêts s'il est acquis par emprunt. Mais voilà, on va mentionner tout l'équipement qui contribue directement à la production ou de manière plus ponctuelle ou qui correspond à plusieurs productions mais dont on n'a pas forcément l'idée aujourd'hui de son volume de contribution à chaque produit. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est de les identifier et de les valoriser, de leur donner un certain nombre d'années d'utilisation qui doit être le plus juste possible. Là, l'idée, c'est pas de rentrer dans une logique comptable, mais bien dans une logique réaliste. Et puis après, on a un autre petit tableau sur lequel on va pouvoir répartir en pourcentage ces équipements-là. Voilà. J'insiste pas beaucoup plus là-dessus, mais vous voyez qu'on peut mettre du matériel de transfo, de commercialisation, le véhicule, etc. Et puis enfin, on a les autres charges avec là aussi la partie. Alors ici, on mentionne la surface et notamment la location du terrain. Parce qu'on l'a pas mis dans les équipements, on l'a pas distingué dans les équipements de façon express, parce que la surface, on va lui considérer un loyer, même si vous êtes propriétaire. Aujourd'hui, l'idée, c'est encore une fois de lui affecter un loyer pour demain, dans l'idée d'une transmission, pouvoir prendre en compte et assurer le système économique au repreneur via cet outil notamment. Donc pareil, vous allez chiffrer là sur la base de vos documents comptables, pour le coup, à l'année, puisqu'il y a potentiellement peu de changements. Vous pouvez estimer une augmentation sur le gaz, par exemple, sur les énergies, mais vous pouvez reprendre vos documents comptables s'ils ne bougent pas ou peu d'une année sur l'autre. Et puis donc après, même logique de les affecter en fonction de chaque production. Et donc ces charges vont être réparties via un critère ou plusieurs, donc ce qu'on appelle des clés de répartition. En tout cas pour les charges fixes, celles qui ne peuvent pas être affectées directement à un produit, elles vont être réparties via ces critères. Donc où là, vous allez déterminer, prendre la quantité vendue, la surface agricole, pour répartir de manière plus ou moins équitable entre des productions qui finalement se valent pas trop. À un moment donné, si vous avez une production majoritaire en pommes de terre ou en poireaux, normalement, il est logique que les charges fixes de votre ferme soient majoritairement affectées à ces deux productions. Si vous produisez moins de tomates, courgettes, salades ou oignons, elles supporteront moins de charges fixes. Et voilà, c'est toute l'idée de cette clé de répartition. Et enfin, vous allez pondérer sur un autre onglet, donc le risque, donc un risque de production, un risque de marché particulier, parce que cette année, par exemple, sur les tomates, il y avait une problématique où j'identifie une problématique à venir compte tenu de la situation là en janvier, février avec la grippe aviaire sur une production et ma production de volaille, je l'intègre directement dedans et je vois ce que ça donne sur mon prix de revient. Et donc, je peux simuler finalement l'impact sur mon prix de revient. Et donc là, je n'ai pas de chiffres à proprement dit, mais vous allez retrouver ici toutes vos charges, donc production par production, résumé. Et à la fin, vous allez déterminer ici des quantités prévisionnelles sur la ligne en jaune pour chaque production. Donc, vraiment les quantités que vous estimez vendre cette année. Ce qui va vous donner votre prix de revient finalement. Et donc, une marge de sécurité avec un taux de TVA à la fin qui ressortira et donc qui vous donnera votre prix de vente définitif.
Voilà pour la présentation de cet outil de manière assez succincte. Mais l'idée, c'était plutôt d'insister sur le concept de l'approche.